dans les couloirs feutrés des studios hollywoodiens et sur les tapis rouges étincelants de Cannes, Marion Cotillard incarnait une élégance intemporelle, un mélange subtil de grâce française et d'ambition internationale. Née le 30 septembre 1975 dans le 12e arrondissement de Paris, cette actrice de 50 ans a transformé son talent en un empire discret, où le luxe se murmure plutôt qu'il ne s'affiche. Avec une fortune estimée à 50 millions de dollars, forgée par des rôles iconiques et des partenariats avec les maisons de couture les plus prestigieuses, son quotidien oscille entre les lumières des plateaux et les ombres apaisantes d'une vie privée protégée. Pourtant, derrière les apparences d'une star accessible, se dessine un univers de raffinement où chaque détail, d'une robe sur mesure à une villa au bord de l'océan, témoigne d'une existence cultivée avec soin. Ce reportage explore les facettes d'un mode de vie où opulence et simplicité se côtoient, en commençant par les racines d'une ascension qui a pavé la voie à cette splendeur. Marion Cotillard grandit dans l'effervescence contenue du 12e arrondissement, un quartier où les immeubles haussmanniens côtoient les marchés animés et les ateliers d'artisans. Fille d'un acteur et metteur en scène breton, Jean-Claude Cotillard, et d'une comédienne et pédagogue, Nicéma Tello, elle baigne dès l'enfance dans un foyer imprégné d'art et de créativité. Les jumeaux cadets, Quentin, écrivain, et Guillaume, sculpteur, complètent que cette fratrie unie par une passion commune pour l'expression. À 3 ans, elle monte déjà sur les planches dans une pièce de son père, face à sa mère, semant les graines d'une vocation qui s'épanouira plus tard. L'appartement familial, niché au 18e étage d'une tour d'Alfortville jusqu'à ses 11 ans, offre une vue panoramique sur la banlieue sud de Paris, un horizon qui nourrit son imagination sans encore lui promettre les sommets. Le déménagement en 1986 vers Aulnay-la-Rivière, dans le Loiret, puis vers la Beauce, près d'Orléans, marque un virage vers une ruralité apaisante. Là, son père fonde sa propre troupe théâtrale, transformant le quotidien en scène improvisée. Marion, adolescente curieuse, intègre le Conservatoire d'art dramatique d'Orléans à 15 ans, obtenant son diplôme en 1994 avant de regagner Paris pour conquérir les auditions. Pour subvenir à ses besoins, elle fabrique et vend des porte-clés faits main, un labeur modeste qui contraste avec les rêves grandioses qu'elle caresse. Cette période d'ascèse forge sa résilience. Des petits rôles dans des séries comme Les Cordiers, Juge et Flic au premier film indépendant, elle accumule expérience et refus, apprenant à naviguer dans un milieu impitoyable. Des observateurs de l'époque notent sa capacité à infuser une intensité rare dans des personnages secondaires, une qualité qui attire bientôt l'attention des réalisateurs. Son entrée fracassante au cinéma arrive avec Taxi en 1988, où elle incarne Lili Bertino, une caissière espiègle, rôle qui lui vaut une nomination au César et un premier salaire significatif. Ce succès initial, couplé à des engagements dans des productions comme Un bon plan ou Les jolies choses, pose les bases financières d'une indépendance naissante. À 25 ans, elle s'installe dans un petit appartement parisien, meublé de pièces chinées dans les brocantes de la capitale, un cocon qui reflète son goût pour l'authentique. Pourtant, les royalties croissantes de ses apparitions télévisuelles et théâtrales, elle joue dans des spectacles comme Le Souper, commencent à élargir ses horizons. Cette phase, entre précarité artistique et premiers triomphes, illustre comment une éducation ancrée dans la culture a incubé un sens du luxe naissant.
non pas ostentatoires, mais tissés de références subtiles, de livres rares et de voyages d'études en Europe. Marion Cotillard, encore anonyme dans les rues de Paris, porte déjà en elle les germes d'une vie où l'art justifie l'abondance. La décennie 2000 propulse Marion Cotillard sur la scène mondiale, transformant ses cachets en fortune solide. Un long dimanche de fiançailles en 2004, réalisé par Jean-Pierre Jeunet, lui offre un César de la meilleure actrice dans un second rôle et une visibilité internationale, avec un salaire qui dépasse, pour la première fois, le million d'euros. Ce film, un succès au box-office, avec plus de 20 millions de dollars de recettes, marque son entrée dans le circuit des productions à gros budget. Bientôt, La Môme en 2007, où elle prête ses traits à Édith Piaf, la consacre. L'Oscar de la meilleure actrice, premier pour une performance en langue française, depuis Sophia Loren, catapulte sa valeur marchande. Les studios hollywoodiens, impressionnés, l'invitant dans Public Enemies avec Johnny Depp, puis Inception de Christopher Nolan, des blockbusters qui génèrent des centaines de millions et des cachets avoisinant les 5 millions par projet. Ces engagements, doublés de campagnes publicitaires pour des marques comme Dior, elle devient l'égérie du Lady Dior dès 2008, multiplie ses revenus. En 2010, Le Figaro la classe parmi les actrices françaises les mieux payées, première femme depuis 9 ans à ce rang, avec des gains annuels estimés à plusieurs millions. Son style de vie s'ajuste progressivement, des dîners dans les brasseries étoilées du Marais, au week-end, dans des châteaux de la Loire, loués pour des répétitions théâtrales. Elle cultive un luxe discret, ponctué de pièces vintage de chez Saint-Laurent. Des proches décrivent cette période comme un équilibre précaire. Les nuits blanches sur les plateaux alternent avec des retours à Paris, où elle s'offre un appartement plus spacieux dans le 5e arrondissement, décoré de meubles design des années 60 et d'œuvres d'artistes émergents français. L'analyse de sa trajectoire révèle une stratégie habile. En refusant les rôles stéréotypés, elle sélectionne des projets à fort impact culturel, comme 2 jours, Une nuit des Dardennes en 2014, qui lui vaut une seconde nomination aux Oscars et renforce sa cote auprès des festivals. Les royalties des rediffusions et des droits d'auteur s'accumulent, atteignant des sommets avec les plus de 3,7 milliards de dollars de recettes mondiales de ses films. À 35 ans, elle fonde une petite société de production, semant les graines d'un portefeuille diversifié. Ce chapitre d'ascension, loin d'être linéaire, montre comment une actrice, issue de la banlieue, a su transformer le glamour en atout financier, investissant dans des biens durables plutôt que dans des extravagances éphémères. Son quotidien, rythmé par des jets privés pour les avant-premières et des soins chez des dermatologues de renom, préfigure l'opulence mesurée qui définit son présent. La vie personnelle de Marion Cotillard, souvent voilée par sa discrétion, s'articule autour d'un noyau familial solide, enrichi par les fruits de sa carrière. En 2007, elle entame une relation avec Guillaume Canet, acteur et réalisateur rencontré en 1997 sur le tournage de Love Me If You Dare. Leur complicité, forgée par des collaborations comme Les Petits Mouchoirs en 2010, culmine avec la naissance de leur fils Marcel en mai 2011, suivi de leur fille Louise en mars 2017. Paris reste leur ancre. Un hôtel particulier dans le quartier latin, aux murs tapissés de livres anciens et de photos de famille en noir et blanc.
offre un havre où les enfants grandissent entourés d'œuvres d'art et de jouets éducatifs en bois précieux. Des amis intimes évoquent des dimanches paisibles, avec des brunchs préparés par un chef privé et des promenades le long de la Seine, où la star se fond dans la foule anonyme. La séparation annoncée en juin 2025, après 18 ans de vie commune, se déroule dans la sérénité. Un communiqué conjoint insiste sur une décision mutuelle, préservant l'harmonie pour les enfants. Cette rupture, survenue au milieu d'un agenda chargé, n'altère pas l'équilibre financier du foyer. Des accords amiables assurent une stabilité, avec des propriétés partagées et des fonds éducatifs pour les héritiers. Marion, mère attentive, priorise désormais des routines bienveillantes. Yoga matinal dans un studio privé du 16e arrondissement, cours de violon pour Marcel et ateliers de peinture pour Louise, tout en maintenant un cercle restreint d'amis artistes. Son végétarisme passé, abandonné après une période de carence, évolue vers un régime bio-sophistiqué, livré par des services haut de gamme comme ceux de Potager City, complétés par des retraites bien-être en Provence. Cette intimité, protégée des paparazzis par des équipes de sécurité discrètes, reflète une philosophie où le luxe sert le lien humain. Des psychologues du cinéma analysent ce choix comme une réponse à l'épuisement des rôles intenses, tels que celui de Piaf qu'il a laissé exsangue. À 50 ans, elle équilibre tournages et présence parentale, optant pour des nounous formés en Montessori et des voyages familiaux en train de luxe vers la Côte d'Azur. Ce chapitre privé, loin des scandales, démontre comment l'abondance matérielle renforce les attaches affectives, transformant une célébrité en figure de résilience domestique. Les propriétés de Marion Cotillard forment un archipel immobilier où chaque lieu respire une élégance sur mesure, reflet d'une femme qui voyage autant qu'elle s'enracine. À Paris, son hôtel particulier du 5e arrondissement, acquis dans les années 2010 pour environ 3 millions d'euros, s'étend sur 400 mètres carrés, avec un jardin intérieur arboré de rosiers anciens et une bibliothèque au rayonnage en acajou remplie d'éditions rares de Proust et de Baudelaire. Les pièces, décorées par une architecte d'intérieur parisienne, mêlent antiquité chinée aux puces de Saint-Ouen et meubles contemporains de Ron Arad, créant un écrin où la lumière filtrée par des vitraux du XIXe siècle baigne les repas familiaux. Une cuisine équipée de fours. La cornue est de marbre de Carrare, accueille des dîners intimes, servis sur de la porcelaine de Limoges, tandis qu'une salle de projection privée diffuse des classiques du cinéma français sur un écran incurvé. Au-delà des frontières, Los Angeles abrite sa résidence principale, une villa de 5 400 000 $ nichée dans les collines de Pacific Palisades, achetée en 2017 pour y élever ses enfants dans un climat ensoleillé. Cette demeure de 6 chambres, avec piscine à débordement surplombant l'océan Pacifique et un home cinéma au siège en cuir capitonné, intègre des éléments éco-responsables. Panneaux solaires, jardins potagers irrigués au goutte à goutte et matériaux recyclés pour les sols en chêne blanchi. Les extérieurs, paysagés par un horticulteur californien, comptent un verger d'agrumes et un hammam turc adjacent à la suite principale, où Marion se retire pour surméditer après les longs vols transatlantiques. Des invités occasionnels, comme des collègues de Inception, décrivent des soirées au coin du feu, avec vin de Bordeaux millésimé
et playlists jazz diffusées par un système Sonos haut de gamme. En France, une maison secondaire dans le Luberon, près d'Avignon, sert de refuge estival. Un mas provençal restauré pour 2 millions d'euros, aux murs en pierre sèche et aux terrasses ombragées par des platanes centenaires. Là, elle reçoit des amis pour des ateliers de cuisine avec des chefs étoilés, utilisant des herbes du jardin et des truffes fraîches du marché local. Cette propriété, équipée d'une cave à vin climatisée, abritant des millésimes de Château Margaux, illustre son attachement au terroir. Des randonnées matinales dans les garrigues mènent à des pauses thé dans un salon aux tissus provençaux brodés à la main. L'analyse de ces choix immobiliers révèle une cohérence. Chaque bien priorise le bien-être sensoriel, avec des investissements dans des systèmes de sécurité high-tech et des décorateurs renommés, tout en intégrant des touches durables comme des chauffe-eau géothermiques. À Cap-Ferret, sur la côte atlantique, elle loue annuellement une cabane de pêcheurs rénovée en villa minimaliste, à 1 million d'euros la saison, pour des escapades iodées, voiliers privés au mouillage, dîners de fruits de mer sur la plage privée et balades à vélo sur les dunes. Ces lieux, gérés par une conciergerie discrète, forment un réseau où le luxe s'harmonise avec la nature, permettant à Marion de recharger ses batteries entre deux festivals. En 2025, des rumeurs évoquent un projet d'achat à Lisbonne, pour une base ibérique aux accents méditerranéens, avec vue sur le Tage, et un atelier pour ses passions créatives. Ainsi, ces demeures ne sont pas de simples actifs, mais des chapitres vivants d'une existence nomade, où l'opulence nourrit l'inspiration artistique sans jamais l'étouffer. La mode chez Marion Cotillard transcende le vêtement pour devenir une extension de son être, un répertoire de silences éloquents tissés de soies et de tweed. Ambassadrice de Dior de 2008 à 2017, elle incarne le Lady Dior dans des courts-métrages oniriques tournés à Shanghai ou à Londres, posant avec une grâce féline dans des décors art déco. Elle conçoit même un modèle exclusif, le sac 360 ou en cuir d'agneau souple, orné de fermoirs en or ciselé, pièce collector vendue à des milliers d'euros et arborée lors des Césars. Cette collaboration, qui génère des royalties substantielles, s'étend à des shootings pour Vogue Paris, où elle pose en tailleur pantalon oversize, clin d'œil à son rôle dans La Môme, mêlant héritage cinématographique et modernité. Des stylistes se la décrivent comme une muse exigeante. Elle choisit les tissus pour leur tombée, pas pour leur éclat, soulignant une prédilection pour les coupes structurées qui épousent sans contraindre. À 50 ans, son vestiaire parisien, conservé dans une penderie climatisée de son hôtel particulier, compte des centaines de pièces. Robes archives de Jean-Paul Gaultier, celles portées aux Oscars 2008 en ivoire fluide, restant un étalon de l'élégance, avec ses broderies délicates et son corsage asymétrique, qui a inspiré des collections entières. Elle alterne avec des tenues quotidiennes chic. Jeans slim de Levi's Vintage, retouchés par un tailleur de la rue du Faubourg Saint-Honoré, chemisiers en soie sauvage de Equipment et trench, Burberry sur mesure pour les averses automnales. En 2025, pour la couverture de Marie-Claire France en novembre, elle opte pour un denim élevé, une salopette brute associée à des escarpins loup-boutin aux semelles rouges iconiques, prouvant que le luxe réside dans la réinterprétation des basiques. Ses partenariats avec Chopard, depuis 2013, ajoutent une dimension joaillière. Elle défile en modèle green carpet, or éthique
et diamants certifiés, et lance en 2020 la collection Ice Cube Capsule, des bracelets cubiques en or recyclé vendus à des prix exorbitants lors de la Fashion Week parisienne. L'évolution de son style, analysée par des critiques mode, trace un arc de la sensualité rock'n'roll des années 2000, cuir clouté pour Inception, à une maturité épurée, influencée par sa maternité. Lors de la réouverture de Notre-Dame, en décembre 2024, elle arrive par yacht puis jet, vêtue d'une robe plissée signée Valentino valant 10 000 €, ornée de perles fines et de broderies florales, un ensemble qui fusionne tradition gothique et modernité fluide. Ses accessoires, des lunettes de soleil, Oliver Peoples aux montres Patek Philippe en platine serties de saphir, complètent un arsenal où chaque item raconte une histoire. Un foulard Hermès noué en ascotte pour les voyages en première classe, une pochette Chanel quiltée pour les galas. En 2020, elle succède à Nicole Kidman comme visage du Chanel Endegesimpf dans une campagne dirigée par Johan Renck où elle danse une cover de Lord, enveloppée de tweeds bouclés et de perles cascades, générant des millions en vente. Cette alliance, terminée en 2024, laisse un legs de spots publicitaires diffusés dans des lofts milanais, avec des décors de marbre et de velours. Son approche philanthropique infuse même sa mode. En 2015, elle porte des bijoux Chopard pour alerter sur l'exploitation minière, transformant le tapis rouge en tribune. À Cannes 2018, elle monte les marches avec 82 femmes pour l'égalité, en robe noire minimaliste de Armani privé, symbole d'une élégance engagée. Des boutiques personnelles, comme celle de la rue de Rivoli, voient des fittings hebdomadaires avec des modélistes, où elles testent des prototypes avant leur lancement mondial. En 2025, des rumeurs parlent d'une collaboration avec une maison émergente scandinave pour une ligne écoluxe, utilisant du lin bio et des teintures végétales. Ainsi, sa garde-robe n'est pas un étalage, mais un dialogue constant entre héritage couture et innovation, où le prix, souvent supérieur à 100 000 € par tenue, s'efface devant une aura de timelessness. Des shootings récents, comme celui pour Harper's Bazaar en tenue Chanel automne-hiver, la montre posant dans des décors de vignobles bordelais, un verre de sauternes à la main, incarnant une féminité opulente et réfléchie. Cette dimension mode, nourrie par des voyages au défilé de Milan et New York en jets affrétés, élève son quotidien à une forme d'art vivant, accessible par procuration via les couvertures de magazines qui s'empilent dans sa bibliothèque. Les voyages de Marion Cotillard sont des odyssées privées, où le luxe se mesure en horizons infinis plutôt qu'en kilomètres parcourus. En 2025, après sa séparation, elle privilégie des retraites solitaires ou familiales, comme un séjour prolongé à Cap-Ferret, ce havre basque français, aux airs de Hampton européen, où elle loue une villa ostréicole pour 1 million € l'été. Là, les matins s'ouvrent sur des sorties en pinasse, bateaux traditionnels glissant sur l'Arcachon, pour ramasser huîtres et coquillages, suivis de pique-niques sur la plage du Moulot, avec caviar beluga et champagne Dom Pérignon, servis dans des flûtes baccarat. Des capitaines privés, experts des marées, assurent la navigation, tandis que des massages ayurvédiques au bord de l'eau, administrés par des thérapeutes volés depuis Bali, prolongent ces instants de quiétude. Ces périples transcontinentaux, souvent en jet Gulfstream affrété depuis l'aéroport du Bourget, l'emmènent à Los Angeles pour des audits de production.
mais aussi à des retraites bien-être en Toscane. Une villa Renaissance près de Sienne, louée pour 100 000 € la semaine, aux fresques du XVIe siècle et à la piscine thermale puisant dans des sources romaines. Là, elle explore les collines en Vespas vintage, s'arrêtant dans des domaines vinicoles pour des dégustations de Brunello di Montalcino, millésimé 2010, accompagné de fromage pecorino et de truffes blanches de Norcia, tout cela orchestré par un sommelier étoilé. En Asie, un séjour à Phuket